Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Déjà, vous pouvez mettre un petit message dans le chat, où vous avez d'ailleurs au passage un lien vers mon agenda, si vous souhaitez prendre rendez-vous, à l'issue de ce webinaire. Très bien. Bonsoir Alexandre, merci pour le message. Voilà, comme j'ai des petits messages qui m'indiquent que la connexion semble un peu instable, si vous pouvez me confirmer que tout va bien. En attendant qu'on commence dans quelques secondes. Très bien, merci Dorian et bonsoir à tout le monde. Voilà, donc c'est, un webinaire sur le thème «Pourquoi et comment faire des HPI une richesse pour votre entreprise?». Ça va durer donc 45 minutes. Je vais commencer par une petite interactivité. Voilà. Alors, je commence tout de suite par, vous préciser que vous avez un bouton ici qui vous permet d'accéder à mon agenda et je vous en dirai quelques mots, tout à l'heure. Mais, l'idée étant de dire que, bien sûr, dans un webinaire, on apprend pas mal de choses, mais qu'on n'a pas forcément des réponses suffisamment personnalisées, ce que je comprendrais tout à fait. Je vais essayer d'être le plus interactif possible avec vous via le chat, hein, bien sûr, mais vous avez moyen donc d'accéder à mon agenda via ce bouton. Donc n'hésitez pas, c'est on va dire 30 minutes de rendez-vous gratuit qui vous permettront surtout d'avoir on va dire des clarifications sur vos objectifs et sur la façon de les atteindre et puis peut-être aussi des pistes d'action. Alors, ce que vous pouvez faire, pour commencer, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est, quel est votre domaine d'activité, votre fonction? Alors, si vous n'avez pas de domaine d'activité ou si vous souhaitez pas en parler, c'est pas un problème. La deuxième question, c'est quel est votre enjeu numéro un actuellement en lien avec le thème de ce soir? La troisième question, c'est, quel est votre obstacle numéro un pour avancer sur cet objectif? Et puis, vous pouvez m'indiquer également à quelle échéance vous avez besoin d'avancer. Est-ce que c'est, maintenant? Est-ce que c'est dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans les prochaines années? Ou éventuellement qu'il n'y a pas forcément d'échéance? Voilà, alors je vous remercie d'utiliser le chat et de mettre l'ensemble de vos réponses, dans le chat, pour que ça puisse me permettre moi d'avoir vraiment des messages les plus personnalisés possibles dans le chat quand je vous répondrai oralement, on va dire, une fois que vous m'aurez mis vos messages. Voilà, je vais vous laisser quelques instants avant de commencer pour renseigner ces éléments dans le chat. Moi, ça me permettra de savoir à qui je m'adresse et puis d'avoir un discours beaucoup plus personnalisé. Voilà, pendant ce temps-là, je vais jeter un œil aux participants qui sont là. Donc, bonsoir à Bernard, Benjamin, Hélène, Caroline, Thierry, Dorian, Enzo, que je connais bien, Gaël, Jacqueline, Laurent, on s'est eu en contact, voilà, Loïc, Mathieu, Mathius, pardon. Alors non, Mathius, c'est pas Mathius, pardon. Oui, c'est Anne. On va y arriver. Sylvie, Morgane, Nathalie. Bonsoir Olga, bonsoir Rachida, bonsoir Sonia. Voilà, je vous laisse me dire si vous entendez bien, si tout est clair, et puis surtout répondre à ces trois questions clés qui vont me permettre, moi, d'avoir un discours un peu plus personnalisé. Très bien. Bonsoir Ginette, merci du message. Donc voilà. Alors bon, bien évidemment, je sais que par habitude, c'est pas forcément toujours facile d'indiquer vos problématiques personnelles sur le chat et de partager quand il y a du monde, mais voilà, enfin, vous pouvez en mettre un tout petit peu de façon à ce que je sache un peu plus. Ok, Alexandre, donc assistant projet dans l'aéronautique et le but, effectivement, promouvoir le HPI dans votre entreprise. Trouver les bons arguments. Et c'est vrai que c'est pas simple, ce d'autant plus quand on est HPI. Je vais entrer bien évidemment dans le détail sur ce sujet. Donc Jacqueline qui fait du coaching pour personnes atypiques, qui souhaite dégager du temps pour vous occuper de votre entreprise de coaching. Les journées sont trop courtes. Ok. Donc oui, c'est une problématique très, très fréquente chez les HPI. Donc, je pense que si vous coachez, Jacqueline, des personnes atypiques, c'est que vous-même, vous êtes HPI, ou en tout cas, on va dire coloré
de cette façon-là et que bah, vous avez peut-être une difficulté à choisir finalement dans votre positionnement ou peut-être éventuellement ça peut être aussi, pourquoi pas, et ça m'est arrivé de rencontrer beaucoup de HPI qui ne vendaient pas assez cher leurs prestations, qui n'osaient pas les vendre assez cher et qui faisaient qu'effectivement ils devaient travailler 3 fois plus pour arriver quelque part à bien vivre ou à vivre à peu près correctement. Oui, donc secteur médico-social, intégrer la singularité dans une organisation. Oui, donc effectivement, donc c'est Aïda. Euh, donc ben voilà, ça, on va être dans le cœur du sujet de ce soir. Christelle, donc dans les sciences de la vie, en recherche d'emploi, enjeu d'avoir des pistes pour mieux travailler avec les autres en étant HPI. D'accord, donc c'est vrai qu'on n'est pas exactement sur ce sujet-là ce soir, mais néanmoins, je pense que vous allez entendre pas mal d'informations qui vont peut-être répondre à votre attente. Aller beaucoup plus vite que les autres. D'accord. Donc effectivement, c'est vrai que ça, c'est une des difficultés. Il y a à la fois la problématique de l'impatience, il y a à la fois le fait qu'on ne comprend pas pourquoi les gens ne nous suivent pas ou se décrochent. Et puis, il y a enfin bien souvent la jalousie qui peut venir, hein, parce qu'ils se rendent bien compte que vous allez vite et ça fait peur. Donc ça, c'est clairement des problématiques que je rencontre très souvent. Futur chef d'entreprise paysagiste, oui, d'accord. Donc, il faudra peut-être me dire à ce moment-là, alors c'est Jimmy, hein, je crois. Si Jimmy peut me préciser peut-être ses préoccupations, voilà, son objectif. Stéphanie, nous nous connaissons déjà, bien sûr. En cours de création d'un centre de bien-être, bon, pas de souci. Alors, Nathalie, pas de son pour moi. Peut-être si vous n'avez pas de son, comme visiblement les autres m'entendent, eh ben, il faut peut-être se déconnecter, se reconnecter ou éventuellement tester sur un autre navigateur. Il y a parfois des soucis de navigateur. Bernard, donc DGA ressources au sein d'un département, identifier et valoriser les HPI au sein de la collectivité. Ben, oui, on va rentrer bien évidemment sur ce sujet. Hélène, accompagner les élèves HPI en phobie scolaire. Alors, j'espère que ça va vous parler aussi, Hélène, parce que, à vrai dire, je m'adresse plutôt, on va dire, à un contexte professionnel, mais néanmoins, je vais tâcher peut-être d'apporter quelques éléments sur le contexte des élèves HPI. Oui, Olga, on se connaît, chargée de recrutement au secteur IT et enjeu de recruter des talents et de les fidéliser. Pas d'obstacle particulier, si ce n'est que l'entreprise n'est pas mature, évidemment, sur ce sujet. Alors, je précise tout de suite, hein, merci Olga de cette remarque, parce que je précise tout de suite qu'en fait, euh, quand j'ai proposé ce sujet, j'ai tout à fait conscience que, en réalité, c'est un sujet sur lequel très très peu d'entreprises sont matures, très très peu d'entreprises sont mûres. J'ai d'ailleurs écrit des articles que vous avez peut-être lus avant en préambule à ce webinaire, en donnant le sentiment qu'il existe maintenant des entreprises qui avancent sur ces questions. En réalité, on est encore un peu au balbutiement sur ce sujet. Donc, véritablement, je crois qu'il faut prendre conscience que vous, en tant que HPI, vous avez un rôle à jouer pour celles et ceux qui sont effectivement HPI salariés, collaborateurs. Vous avez un rôle à jouer essentiel pour faire bouger les lignes. Et pour faire bouger les lignes, il va falloir oser, quelque part, vous positionner et prendre des responsabilités ou demander, solliciter des responsabilités. C'est un sujet sur lequel je vais revenir. Voilà, identifier les HPI en entreprise. Alors ça, je vais en parler, Victor. Laurent, oui, grand groupe dans lequel un programme d'inclusion est en place. Oui, effectivement, on a parlé ensemble. Enjeu de communication interne et de préférence positive et non en voyant la neurodiversité comme un handicap ou un défaut. Oui, et moi, mon conseil sur ce sujet, très clairement, je dirais presque qu'il est fort souhaitable, pour ne pas dire indispensable, de dissocier le HPI dans l'entreprise de la question de la neurodiversité. Parce que, à mon sens, la neurodiversité est beaucoup trop large et inclut des sujets qui sont tellement différents que déjà, il y a une méconnaissance du HPI, mais si en plus, on met ça dans un paquet qui est aujourd'hui, que je considère un peu comme fourre-tout, alors c'est bien pratique le terme neurodiversité d'un certain point de vue, parce que ça permet une ouverture. D'un certain point de vue, c'est positif, mais d'un autre point de vue, je considère que c'est contre-productif. Donc voilà, ça c'est vraiment un point qui me semble clé si vous voulez mettre en place des choses en entreprise à ce sujet-là. Et s'il y a des questions à l'issue de la présentation, bien évidemment, j'y répondrai. Ginette, oui, donc
tu rencontres de nombreux HPI et toi-même potentiellement HPI. Et effectivement, la question, c'est de savoir comment les accompagner. Donc, je pense que tu auras bien évidemment des éléments en plus de ceux que j'ai pu te transmettre en préambule. Thierry, donc première venue, titre pro de secrétaire obtenu récemment de niveau 4. Une plateforme pour reprendre mes études à terme. D'accord. Donc, obstacle, RQTH, syndrome de stress post-traumatique. OK. Alors, c'est un sujet que je ne connais pas très bien, même si je connais, on va dire que j'ai pu faire former à la résilience. Donc, alors, la résilience, pas forcément post-traumatique, mais quelque part, je pourrais peut-être vous porter des éléments sur ce sujet. Attitude défensive, donc difficulté de communication à l'écrit pour postuler. OK. Prochaine semaine, voire prochain mois. D'accord. Alors, Virginie, intérêt pour le sujet des HPI à titre personnel. Très bien. Bon, je crois que c'est le cas de pas mal de personnes. Métine, je ne sais pas comment on dit. Sonia, projet d'entreprise, focaliser mon énergie sur ce projet et la mettre en mouvement d'ici la fin de l'année. D'accord. Alors, Dorian, effectivement, chargé de RH en alternance, problématique, bon, pas d'obstacle, ok. Apprendre plus de choses sur les HPI, bah oui, je vais en parler, bien évidemment. Je balaye assez vite, hein, désolé. Alexa, coach professionnel pour HP suite à reconversion. D'accord, on apprend plus sur l'accompagnement des HP en entreprise. Ok. Alors, Alexa, peut-être ma suggestion sur ce sujet-là, parce que je crois que vous êtes quelques-uns, quelques-unes dans ce cas-là. Si votre but, c'est vraiment d'accompagner des HPI, moi, je dirais que mon conseil, en me basant sur mon expérience, c'est que clairement, il faut être... alors, je ne sais pas s'il faut être HPI, mais en tout cas, il faut parfaitement bien les comprendre. Donc, je crois qu'il faut avoir vécu ce que vivent des HPI. Donc, sans forcément être détecté, mais quelque part, si jamais en parcourant les différents éléments que je vais balayer ce soir dans le webinaire, vous vous reconnaissez pleinement dans toutes ces caractéristiques, à ce moment-là, oui, vous avez toutes les chances de pouvoir accompagner bien un HPI. Mais l'autre conseil que je vous donnerais, c'est, en tout cas, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il vaut mieux avoir bien galéré en tant que HPI, parce que si vous êtes sorti trop facilement, entre guillemets, c'est peut-être un peu paradoxal de dire ça, de vos difficultés de HPI, c'est peut-être que dans le fond, j'en sais rien, mais vous avez... Alors, pourquoi je dis ça? Si vous êtes sorti trop facilement de ces difficultés-là, peut-être que vous aurez plus de mal à comprendre ce que vivent véritablement les HPI que vous accompagnez. Alors, voilà, pour ma fille, d'accord, juste par curiosité, enfant HPI moi-même, bon, ça c'est très fréquent, problème de positionnement des HPI face aux autres, ils identifient des solutions et cela dérange. Oui, clairement. Comment concilier l'objectif de prendre des responsabilités? Je vais en parler un petit peu, car les HPI sont souvent cantonnés à des rôles d'experts. Alors, je ne sais pas si ils sont cantonnés à des rôles d'experts, parce que d'ailleurs, bien souvent, les HPI se sentent un peu des généralistes. Donc d'ailleurs, ils ne se sentent pas forcément des experts, même si ils sont capables de devenir très très bons dans beaucoup de domaines. Donc c'est un peu le paradoxe. Mais en même temps, je crois qu'ils ont de grandes capacités à prendre des responsabilités transversales, des responsabilités hiérarchiques importantes. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils n'osent pas. Donc ça, vraiment, c'est peut-être le message que je vous ferai passer. Donc c'est pour... pardon, que je retrouve le prénom. Désolé. Bon, je ne retrouve pas le prénom. Mais en tout cas, oui, pour prendre des responsabilités, véritablement, il faut oser demander. Merci, Vanessa. OK, alors, je vais avancer maintenant dans ma présentation. Quelques mots rapides quand même sur de quoi on parle quand on parle de HPI, mais ça va être ultra rapide. Voilà. Et puis ensuite, je vous dirai d'abord pourquoi les HPI constituent une richesse stratégique pour votre entreprise. Alors, il y aura des redites, c'est pour ça que j'irai très vite avec le premier sujet du menu. Ensuite, eh bien, on rentrera véritablement dans le cœur de ce soir, c'est comment transformer le potentiel de vos HPI en une richesse réelle. Parce que oui, HPI, ça veut dire haut potentiel, mais bien souvent, le potentiel ne reste que potentiel. Voilà. Alors,
J'espère que vous ne voyez pas cette fenêtre qui s'affiche de façon intempestive chez moi avec des, comment dirais-je, des problématiques d'instabilité d'internet. J'espère que ça ne vous ne perturbe pas l'affichage des diapos. Donc, mettez-moi un petit message si c'est le cas et si vous avez du mal à voir les diapos. Alors, et on terminera par un court échange, ce sera forcément très court parce qu'on a peu de temps. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de HPI? La première chose, c'est la vitesse. Alors, quand on parle de vitesse, c'est, je dirais, vitesse. Alors, oui, je voudrais peut-être aussi préciser une chose, c'est que j'utilise le terme HPI parce qu'il est plus court et plus rapide et que c'est plus simple et que tout le monde le connaît. Mais bien souvent, j'ai tendance à utiliser aussi le terme multipotentiel parce que, selon moi, il est plus représentatif de ce que c'est être un HPI, c'est-à-dire avoir justement cette capacité à avoir des potentiels dans différentes directions, dans différents domaines. J'aime pas trop le terme HPI parce qu'il est assez stigmatisant, mais malgré tout, c'est quand même un petit peu plus pratique aujourd'hui. Alors cette grande vitesse, bah oui, c'est une grande vitesse en tout, c'est observer, réfléchir, comprendre, imaginer, anticiper, prévoir, et c'est souvent aussi agir vite, et parfois ça peut être agir trop vite. Deuxième chose, quand on parle de HPI, c'est la sensibilité exacerbée. Alors parfois, on me dit, et assez même souvent, on me dit, bah oui, mais la sensibilité, c'est plutôt un handicap. Oui, je vais revenir un petit peu après. D'abord, je voudrais juste faire une précision. Attention à ne pas faire la confusion. Les HPI sont très souvent supersensibles, voire hypersensibles, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on estime à peu près à 2, 3%, 4% de la population les HPI. Par contre, les personnes qui sont plutôt hypersensibles, c'est plutôt 20%. Donc on voit bien qu'il y a une grande majorité des hypersensibles qui ne sont pas des HPI. Donc voilà, c'est peut-être aussi une petite aide pour vous si jamais vous dites je suis hypersensible, donc forcément je suis HPI, ou je connais quelqu'un qui est hypersensible et donc forcément il est HPI. Non, ça ne fonctionne pas tout à fait dans ce sens-là. Autre caractéristique que vous connaissez, hein, je vais très vite, c'est une pensée arborescente, une grande créativité. Alors, tout de suite, je précise que en fait, l'arborescence est une caractéristique de presque tous les êtres humains. Mais dans le cas des HPI, c'est particulièrement développé, particulièrement présent. Et cette pensée arborescence, en fait, ça les conduit à avoir un intérêt pour 1000 choses, 1000 sujets, mais aussi à faire des liens entre des sujets différents. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique très particulière des HPI. Alors c'est ce qui donne peut-être le sentiment parfois qu'ils sont dans la dispersion, mais aussi, donc du coup, le fait de faire des liens entre des sujets qui n'ont pas a priori de rapport, eh bien, ça les conduit à avoir des intuitions. Ces intuitions, c'est justement la capacité à faire des liens entre, on pourrait dire, des signaux faibles d'une certaine façon. Ces intuitions, la plupart du temps, sont pertinentes. Je vais y revenir après. Autre caractéristique, c'est un très haut niveau d'exigence qu'on pourrait qualifier de perfectionnisme d'une certaine façon. Alors le perfectionnisme peut être vu aussi négativement, mais dans un premier temps, je veux dire, bah, oui, ce haut niveau d'exigence, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile. Je vais y revenir. C'est un haut niveau d'exigence pour soi comme pour les autres. Mais en général, c'est d'abord encore plus important et plus prégnant pour soi-même. Alors ça a plusieurs conséquences, hein. C'est que ce haut niveau d'exigence fait que bien souvent, on a une faible estime de soi parce qu'on ne s'estime jamais complètement à la hauteur. Donc, et ça conduit au sentiment d'imposture, ce haut niveau d'exigence. Et puis, bah, effectivement, comme je le disais, ça peut tendre au perfectionnisme, voire à la procrastination, quand justement on estime qu'on ne va jamais réussir à faire les choses comme il faut, eh bien, on a tendance à repousser les choses. Ceci étant, la procrastination, c'est un autre sujet, et il y a d'autres causes à ça. Il ne faut pas tout à fait tout mélanger. Je vais très vite, hein, et bien évidemment, je ne prétends pas donner toutes les caractéristiques des HPI, mais certaines qui me semblent assez représentatives et qui éclairent bien le sujet. N'hésitez pas en même temps que je parle à poser vos questions. Je vais tâcher d'y revenir à la fin et puis de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Un besoin d'apprendre en permanence. Alors ça, c'est vraiment ce qui caractérise aussi les HPI. C'est une soif presque insatiable à apprendre. Ça peut conduire presque à une sorte un peu de drogue. Le cerveau qui s'arrête jamais, c'est un syndrome assez connu.
Mais surtout, ça les conduit à devenir très rapidement compétents dans un très grand nombre de domaines. Et donc, la conséquence de ça, c'est que parfois, on ne sait plus vraiment quelle est notre expertise et quelle est notre raison d'être. Donc ça, c'est une des difficultés aussi des HPI. Autre caractéristique, c'est la forte empathie, l'humilité. Alors, ça rejoint la sensibilité, mais c'est pas tout à fait la même chose. L'empathie combinée à l'humilité conduit au sentiment d'imposture. Mais en même temps, bien évidemment, l'empathie, ça peut être un atout, je vais y revenir. Autre caractéristique, alors c'est d'ailleurs, ça peut sembler paradoxal par rapport au point précédent, parce que quand on dit forte empathie, c'est un besoin de connexion aux autres, mais dans le même temps, les HPI ont aussi un fort besoin d'autonomie et d'indépendance. Donc ça, c'est une des caractéristiques importantes, qui n'est pas du tout contradictoire avec l'empathie et la sensibilité. Alors, d'une part, parce qu'ils vont plus vite que les autres, donc ils se sentent frustrés la plupart du temps si ils doivent suivre le rythme commun. Et puis, comme ils ont un fort besoin d'apprendre, eh bien évidemment, ils ont développé, on va dire, une autonomie et une indépendance très, très rapidement, ou en tout cas, ils en ont besoin de ça. Donc, on voit tout de suite qu'en entreprise, ça peut, les problèmes que ça peut poser quand on est avec un management qui ne sont pas adaptés. Et puis enfin, là aussi, ça peut sembler paradoxal, je l'ai un petit peu abordé il y a un instant, ils ont un fort besoin de socialisation. Donc tout ça n'est pas du tout contradictoire. Ce besoin de socialisation, il est lié bien sûr à l'empathie, à la sensibilité, mais ce que ça va avoir comme conséquence, c'est que ça va se traduire par un besoin d'être accepté par les autres, une certaine dépendance au regard des autres. Et ça, c'est un problème pour quelqu'un qui justement recherche l'autonomie. Alors ça les conduit aussi à chercher en permanence à s'adapter aux autres et bien souvent à se suradapter, c'est-à-dire adopter des modes de fonctionnement qui ne leur conviennent pas du tout parce que c'est des modes de fonctionnement qui ont tendance à réduire leur performance tout en les épuisant. Donc là, si c'est des choses qui vous parlent, je pourrais y revenir un petit peu après dans les questions. Voilà, alors j'avais dit que je serais très rapide parce qu'en effet, je voudrais parler, de c'est quoi le trésor, la richesse, des HPI pour vos entreprises, pour les entreprises en général. Heu, alors pourquoi je parle de ça d'abord? Je voudrais juste préciser que, effectivement, c'est assez paradoxal de se dire que, les HPI constituent une richesse, je vais les décrire, mais qu'en même temps, finalement, elles ne soient pas forcément, exploitées. Alors la première raison, ils ont effectivement un mode de fonctionnement très en arborescence avec une capacité d'innovation et de créativité et je vais peut-être vous donner, quelques exemples. Un de mes clients qui travaille dans une entreprise de services numériques, on va l'appeler Philippe, hein, je ne peux pas donner de nom ni de prénom, avait remarqué en fait que sa DRH avait défini le système d'affectation des charges pour les ingénieurs, parce que c'était donc une boîte d'ingénieurs, en mettant comme principal critère le taux d'occupation maximal, quitte à affecter certaines personnes, certains ingénieurs, à 80% de leur temps chez un client et 20% de leur temps chez un autre client. Et en fait, Philippe avait remarqué quelque chose qui peut sembler évident, mais que la DRH n'avait pas pris en compte, c'est que le temps de basculement d'un client à l'autre, d'une mission à l'autre, pour se mettre dans le rythme de cette nouvelle mission, était tel qu'un système d'affectation comme celui-ci n'était pas du tout performant. Donc, il a proposé d'intégrer un nouveau critère qui était de dire que chaque ingénieur ne pouvait pas avoir moins de 30% de son temps chez un client. Parce que s'il avait moins de 30%, eh bien, à ce moment-là, le temps de basculement d'une mission à l'autre était trop important et il y avait on va dire une perte de productivité. Et puis surtout, il y avait aussi une perte de motivation parce que véritablement, on ne sentait pas du tout le sens, l'utilité de travailler à 20% de son temps pour un client. Et donc, ce qu'il a fait, il a même prototypé l'évolution du système informatique qui gérait tout cela pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité. Il a proposé en parallèle qu'un ingénieur ayant 20% de son temps disponible, plutôt le consacre à des tâches internes. Donc, il a vraiment fait des propositions tout à fait innovantes et créatives et ça a été accepté. Mais comme le disait Philippe, pour une innovation acceptée par son entreprise, il en avait proposé au moins 9 autres qui avaient été refusées, juste parce que ces idées paraissaient trop originales ou incompréhensibles. Donc on voit bien que c'est une richesse, mais une richesse qui n'est pas facile à exprimer.
Alors, je vois qu'il y a des questions entre participants sur le chat. Peut-être si c'est possible pour ne pas alourdir, je suis désolé hein, de vous demander ça, mais pour ne pas alourdir le chat, parce que sinon je vais avoir beaucoup de mal à répondre aux questions ensuite. Peut-être merci d'éviter de vous faire des questions entre vous, sinon je vais avoir du mal à remonter le fil du chat tout à l'heure et à répondre à chacun. Merci beaucoup. Alors, deuxième richesse que je voudrais évoquer, c'est justement cette capacité d'apprentissage et cette adaptabilité, pardon. Alors, je vais vous parler d'un autre de mes clients, c'est Gaël, pareil, hein, j'ai changé son prénom, qui est dirigeant d'une PME dans le numérique. Il proposait ses services dans l'organisation de congrès professionnels et son expertise est reposée sur l'installation de systèmes informatiques et médias très pointus pour gérer les présentations des différents intervenants, les retransmissions de salle à salle. Et le 15 mars 2020, premier confinement, son modèle économique tombe par terre. Il n'y avait plus du tout de congrès en physique et donc il réfléchit et il se dit, on a une expertise en informatique, pourquoi ne pas tout basculer, notre capacité d'organisation de congrès en capacité d'organiser des congrès virtuels. Alors, il rassemble son COMEX pour expliquer son idée. Il commence tout de suite à acquérir les connaissances pour basculer sur ce nouveau modèle économique. L'expertise existait, mais elle était assez peu répandue quand même à cette époque-là. C'était encore balbutiant. Il se documente à toute vitesse. Il rassemble surtout des ingénieurs autour de lui qui étaient les plus agiles, donc peut-être un petit peu colorés HPI d'une certaine façon, pour leur faire apprendre les nouvelles compétences. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que sans cette incroyable capacité d'adaptation, son entreprise qui fait une soixantaine de salariés aurait fermé à peu près en 6 mois. Hein. Clairement, ça, c'est des discussions qu'on a eues à cette époque-là. Et donc, ce que je veux dire d'une certaine façon, on est dans un contexte climatique, géopolitique, sanitaire, économique, qui est totalement instable. Donc, qui sait ce que sera devenu notre marché, votre marché dans 6 mois, dans 3 ans? On est dans l'incertitude totale. Donc, cette capacité d'adaptation, elle est absolument, évidemment, clé. Autre richesse, bien évidemment, c'est la capacité à détecter et gérer la complexité. Alors, peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, ça va vous sembler complètement évident, mais la complexité, elle est partout et c'est loin d'être évident pour tout le monde. Je dirais même que pour tout un chacun, et même à des fonctions relativement élevées, même à des niveaux de dirigeants, on a tendance à penser que la complexité, c'est quelque chose qu'on choisit parce qu'on a une technologie complexe, parce qu'on a une organisation complexe, ou en tout cas, on l'identifie de façon extrêmement ponctuelle, mais on ne se rend pas compte que la complexité est partout. J'ai un exemple concret. Un de mes clients qui est directeur de projet dans le nucléaire, Alexandre, m'expliquait que un des problèmes dans ce type de projet, c'était la nature des équipiers qui étaient choisis dans ces équipes projets. Très souvent, ils sont choisis plutôt comme de très bons experts techniques, mais à ce moment-là, ils manquent de vision transverse, ils manquent de hauteur de vue. Il manque notamment de sensibilité pour percevoir les signaux faibles, ceux qui vont être à l'origine de risques majeurs pour le projet. Ou alors ils pensent à trop long terme et manquent de souplesse pour réagir de façon extrêmement rapide si besoin, si jamais il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans le projet. Ou alors ils analysent tout très bien en détail, mais ils ont du mal à faire une synthèse après l'analyse ou à prendre de la hauteur. Ou encore, ils sont mal à l'aise avec les aspects qui peuvent être plus émotionnels. Or, on sait que les émotions, oui, peuvent avoir une très grande importance dans la complexité et dans les situations difficiles. Et les HPI, au contraire, sont très à l'aise avec ces antagonismes, temps long, temps court, analyse versus synthèse, vision de détail, vision versus vision globale, rationnel versus intuitif ou rationnel versus émotionnel. Les HPI perçoivent très facilement les signaux faibles du fait de leur sensibilité et rapidement, ils savent faire des liens entre ces signaux et les sujets sur lesquels ils travaillent. En fait, moi j'aime bien reprendre cette expression d'Edgar Morin, c'est que la complexité, elle est partout. Mais le problème, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour accepter la complexité. Et c'est la raison pour laquelle on a tendance à chercher à tout simplifier et surtout ne pas voir cette complexité. Et donc, si on ne voit pas cette complexité, on imagine des solutions qui sont complètement inadaptées. Eh bien, les HPI, ils ont cette aptitude à détecter la complexité et à gérer et à manager la complexité. Alors, quatrième point, je regarde en même temps l'heure, il est 18h28, je vois que le temps avance, il va falloir vraiment que j'aille plus vite.
C'est l'empathie et la sensibilité. Alors, d'aucuns pourraient dire: «Bah oui, c'est un handicap». En fait, non, pas du tout. J'ai, là aussi, dans mes clientes, une, directrice des systèmes d'information, RH, une directrice de SIRH, dans une ETI, on va l'appeler Sandrine, et elle a remarqué que, elle disposait de cette aptitude à percevoir vraiment les états d'âme, les émotions de l'ensemble des collaborateurs, et ça en quelques instants. Donc c'est des choses qu'elle capte très, très vite, et c'est comme ça qu'elle avait noté à un moment donné des changements un peu subtils d'attitude au sein des managers de l'usine, quand la direction commerciale avait pris l'initiative de proposer à ses clients, très exigeants, des solutions qu'ils n'avaient encore jamais conçues et produites. Et dans la culture de son entreprise, ben, la production, la culture de la production, c'était de tout faire pour répondre, à la demande, quels que soient les efforts à mettre, et surtout pas de se plaindre, pas d'exposer ses craintes, et cetera. Et Sandrine, elle a été en fait, en quelque sorte, une sorte de lanceuse d'alerte, du malaise croissant à l'usine, et elle a permis de créer un dialogue constructif avec le commerce, au lieu que l'entreprise tout entière n'aille dans le mur. Voilà, et puis, autre point que je voulais, citer, c'est justement la vision et les intuitions. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un des atouts des HPI. Alors certes, la vision à long terme, ça peut sembler une gageure, hein, dans un contexte incertain, mais justement, plus la route se déroule vite sous nos yeux et de façon incertaine, plus il est nécessaire d'anticiper. Ça, c'est, on va dire, les coureurs automobiles qui vous le diront. Et quant à l'incertitude, bah, les HPI savent s'y adapter grâce à leur agilité mentale. Alors, ils ont souvent de nombreuses intuitions, des intuitions qui sont fulgurantes. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais parler de mon expérience. C'était en 91, je me souviens très bien, j'écoutais des CD de musique, hein, les premiers disques compacts, comme on disait à l'époque, et je me suis dit: «Mais au fait, si les informations qui sont sur ces CD, c'est des 1 et des 0, pourquoi ne pas les stocker sur un petit ordinateur portable?» En fait, je venais d'imaginer le futur iPod qui est apparu en 2001. Donc, le problème, c'est que moi, je travaillais dans l'automobile et que cette idée-là, je me voyais mal en parler à mes chefs ou essayer de créer mon entreprise dans ce domaine. J'étais trop détaché de tout ça. Mais surtout, l'autre problème, la plupart du temps, c'est que les HPI n'osent pas parler de leurs intuitions, tellement elles leur semblent, à eux aussi, hein, elles leur semblent décalées et incompréhensibles. Et des exemples d'intuitions comme ça, j'en entends mais tous les jours avec mes clients, et des intuitions qui se sont traduites par des mises en œuvre 10 ans, 20 ans plus tard, et souvent qui se sont fait, on va dire, «voler» entre guillemets par, certaines personnes. Alors vous allez me dire, si, effectivement, les HPI ont autant de richesses, comment ça se fait que, on n'arrive pas à les faire valoir dans l'entreprise? Bah, il y a pas mal de raisons à ça. Comme je vous l'ai dit, les HPI n'osent pas parler de leurs intuitions. En matière de créativité, elle est tellement débordante qu'elle est rarement entendue ou comprise. Concernant leur adaptabilité, le problème, c'est qu'elle est souvent freinée par leur difficulté à se faire comprendre ou se faire accepter. Sur la complexité, le sujet est plus délicat. C'est juste parce que, quand on parle de complexité aux gens, en fait, qu'on leur dit: «Mais vous ne voyez pas la complexité qui existe là?» Bah, ils nous disent: «Non, non, pas du tout. En fait, c'est vous qui complexifiez quelque chose qui est simple». Donc, on voit bien à quel point le sujet est difficile. Concernant leur sensibilité et empathie, le problème, c'est que souvent les HPI sont envahis, eux, sont débordés par leurs émotions. Parfois, ils ont eu des émotions négatives, donc ils ont tendance à s'en déconnecter. Donc, c'est tout ça qui fait que dans le fond, ils ne savent plus forcément les utiliser positivement. Voilà, et puis quant à leurs intuitions, bah, comme je vous disais il y a 30 secondes, elles sont tellement décalées que la plupart du temps, ils n'osent pas les exprimer. Alors du coup, on va rentrer maintenant dans le comment. Comment faire pour, avancer sur ce sujet? Comment transformer ces potentiels en réalité? D'abord, la première chose que je vais vous dire, c'est de sensibiliser à cette atypie, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne parlerai pas de neuroatypie, je parlerai véritablement de HPI et seulement de HPI, parce que sinon, on risque de mélanger les sujets. Alors pourquoi il faut sensibiliser l'ensemble du personnel? Bah, parce qu'effectivement, les HPI sont partout. Ils représentent 2 à 3 de la population, et mon expérience a montré qu'il y en a absolument partout, et surtout, ils sont rarement là où on pense.
Donc, méfiance, si j'ose dire. Ils peuvent être d'ailleurs opérateurs sur ligne, ils peuvent être… Bon, alors je ne vais pas tomber dans l'exemple caricatural du feuilleton HPI où c'est la HPI est femme de ménage, mais quand même, il y a un peu de ça. Ils sont absolument à tous les niveaux et d'ailleurs, ils sont rarement au plus haut niveau de l'entreprise parce qu'ils se sentent mal à l'aise pour prendre des responsabilités. Deuxième raison pour laquelle il faut sensibiliser à cette atypie, c'est que ils ont souvent une attitude de caméléon. Les HPI tendent à se fondre dans la masse, se fondre dans le paysage, parce qu'ils s'adaptent, voire ils se suradaptent aux autres. Et puis ensuite, parce qu'il existe tellement de mythes et de croyances sur les HPI, donc on ne peut pas traiter efficacement d'un sujet quand on ne connaît pas bien, ou quand on a des fausses idées. Alors les fausses croyances, je vais vous en passer quelques-unes. Hein. Les HPI sont surdoués, donc du coup, forcément tout leur réussit. Vous savez à quel point ce n'est pas le cas. On pourrait dire les HPI sont arrogants. Alors certes, ils peuvent être perçus comme tels, mais c'est absolument pas leur volonté. Au contraire, hein, ils ont une humilité naturelle qui fait que être arrogant pour eux, c'est insupportable. Les HPI sont des personnes incontrôlables. Ils peuvent parfois être perçus comme tels quand on les met dans un carcan qui leur empêche d'exprimer leur plein potentiel. Mais en réalité, si on les met dans un contexte managérial adéquat, ils ont au contraire une très forte capacité d'adaptation. Ils savent au contraire très bien s'adapter aux autres. Alors, si on dit par exemple les HPI sont des génies incompris, oui, si on ne prend pas la peine de les écouter. Alors, une des fausses croyances aussi, c'est de dire les HPI, ils ont déjà de la chance d'avoir un cerveau hors norme, alors pourquoi il faudrait leur accorder une attention supplémentaire? Oui, justement, parce que malheureusement, leur adaptation dans un monde extrêmement normé se fait au prix d'efforts extrêmement démesurés. Ça débouche souvent sur du surmenage, voire du burn-out. À ce titre, hein, je voudrais juste vous donner un chiffre. Moi, dans les centaines de personnes que j'ai côtoyées, HPI, il y a à peu près 50% qui m'ont parlé de burn-out. Donc, c'est une proportion qui est extrêmement inquiétante. Et comment faire pour sensibiliser l'ensemble du personnel? Là, clairement, il faut faire appel à un expert dans ce domaine. Un expert qui est aussi expert dans l'entreprise et expert des codes de l'entreprise, expert du management de l'entreprise. Parce qu'il faut être véritablement un interprète entre le langage HPI et le langage, j'allais dire, un peu normal de l'entreprise. La deuxième chose à faire, c'est d'identifier les personnes concernées. Alors vous allez me dire, c'est très simple. En fait, il n'y a pas plus compliqué que ça. D'abord parce que, comme je vous disais il y a un instant, il y a tant de fausses croyances sur le sujet que vous risquez d'identifier les mauvaises personnes. Ensuite, parce que le test de QI ne permet pas systématiquement d'identifier des HPI. Certains ne réussiront pas le test, juste parce qu'ils perdent leurs moyens face à un test, ou parce que les tests ne mesurent pas toutes les formes d'intelligence, etc. Et puis enfin, parce que je vous l'ai dit, les HPI jouent les caméléons, et donc ils vont chercher surtout à ne pas être démasqués. Et puis, enfin, j'ai envie de dire, imaginez mettre en place des tests de QI dans toute votre entreprise, vous imaginez un petit peu comment ça pourrait être perçu. C'est juste impossible. Ce serait extrêmement stigmatisant, surtout pour celles et ceux qui se retrouveraient avec un QI un peu plus bas. Donc non, ça, c'est complètement à abandonner. Donc en fait, la seule démarche vraiment efficace pour moi, c'est de créer les conditions favorables pour que les HPI, je ne vais pas dire se démasquent, mais s'identifient et avancent dans le paysage. Alors, comment faire? C'est de parler de ce sujet, sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, comme je venais de dire, mais en parler de façon à ce qu'ils aient envie effectivement de se reconnaître, c'est-à-dire donner des signes positifs par rapport au HPI. Et puis, l'autre possibilité, c'est de favoriser l'émergence de réseaux d'entraide entre HPI. Ça, c'est des choses qui existent dans beaucoup de groupes. Je vais parler de My Gifted Network chez Airbus, chez HPI fonction publique dans la fonction publique, les décadrés à la Société Générale, etc., etc. Il y en a plein, hein. Maintenant, ça commence à exister dans pas mal de groupes. Et puis, surtout, et ça va être l'objet du point suivant, c'est de former les managers à repérer les éventuelles personnes concernées. Voilà, donc ça, c'est le point suivant que voici. Alors, comment former les managers? C'est les former aux bonnes pratiques managériales qui fonctionnent bien avec les HPI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord, il faut que les managers favorisent l'autonomie. C'est loin d'être une culture répandue. On est encore aujourd'hui largement, majoritairement dans une culture plutôt de micromanagement, de management par le contrôle. Je suis désolé d'être un peu caricatural, mais c'est quand même vrai. Et en particulier dans les grands groupes, hein, c'est quand même difficile de s'en sortir.
Deuxième chose, c'est savoir favoriser la confiance en soi. Les HPI en manquent souvent cruellement, même s'ils donnent parfois l'impression du contraire. Donc comment? Par un regard qui est positif, sincèrement positif. Et au passage, quelque chose qui est utile pour tous les collaborateurs, hein, d'avoir un regard positif en tant que manager. Troisième chose, c'est de savoir conférer aux HPI des missions suffisamment diversifiées et complexes, des enjeux et des défis qui les amusent. Donc ça, il faut oser confier ça, il faut oser se dire que oui, les choses qui sont complexes, qu'on aurait peut-être envie de garder pour soi en tant que manager, eh bien, il faut les confier à des HPI. S'ils ont le sentiment de ne plus apprendre, les HPI s'ennuient, se démotivent et s'éteignent à petit feu, ou alors ils s'en vont. Quatrième point, il faut les manager par les résultats et surtout pas par les moyens ou en les contrôlant sur le temps passé. Comme ils vont beaucoup plus vite que les autres et qu'ils finissent le travail avant, eh bien, il ne faut surtout pas les obliger à rester aussi longtemps. D'autant plus qu'ils ont absolument besoin de se ressourcer régulièrement. En même temps, il faut aussi savoir cadrer les HPI, les aider pour les domaines où ils se sentent moins à l'aise. Ça peut être par exemple dans le relationnel ou dans le côté émotionnel. Et le cas échéant, il faut savoir détecter un besoin d'accompagnement individuel et le proposer. Il faut oser proposer un accompagnement et y faire appel. Ça, parfois, on perçoit l'accompagnement individuel, le coaching, comme quelque chose de négatif. Dans les pays anglo-saxons, ce sont les meilleurs qui se font coacher. Donc, enfin, on est dans une vision complètement dépassée en France. Le quatrième point, comment faire? Eh bien, c'est de les aider à exprimer leurs idées, à être à leur écoute. Comme je vous ai dit, ils ont plein d'idées, plein d'intuitions, mais bien souvent, ils ont du mal à les exprimer. Alors, vous allez me dire comment faire? C'est pas forcément simple. Eh bien, ça va être, par exemple, se rendre compte qu'ils ont tendance à sauter des étapes dans leurs explications. Il faut oser leur dire: «Attendez, là, moi, j'ai pas suivi, donc il faut peut-être, décortiquer» et c'est pas facile pour eux. Donc il faut vraiment les aider, il faut les accompagner, il faut les guider. Leurs idées sont tellement innovantes qu'elles sont souvent incompréhensibles. Donc, il faut aider aussi les HPI à formaliser les étapes manquantes, les exprimer. Et puis, comme ils ont tendance à parfois à abandonner leurs idées parce qu'ils les jugent pas assez abouties, eh bien, il faut peut-être encore leur dire, mais si, je suis sûr que ça a une valeur, il faut continuer, tirer la peau de laine. Et puis, je vais peut-être être un peu provocateur, mais il faut oser leur proposer des responsabilités. Alors ça suppose d'avoir un management qui ne soit pas un management dans le pouvoir, ce qui est encore le cas dans pas mal d'entreprises. Euh, il faut leur donner des responsabilités de chef de projet, de directeur de projet. Et évidemment, ça fait peur. On se dit, ils sont tellement différents, tellement entre guillemets incontrôlables. Encore une fois, c'est une image qu'on se fait. Mais la plupart du temps, ils ont une très grande force d'adaptation. Donc, ce sont très souvent d'excellents chefs de projet. Et puis, bien évidemment, il faut oser leur proposer des postes de direction au sein de COMEX. Ils ont une grande utilité par leur vitesse, leur capacité de vision à long terme, leur aptitude à favoriser l'intelligence collective, à se mettre au service des autres. Ça, c'est des qualités évidemment essentielles dans ce type de poste. Donc là, je prêche peut-être un peu dans le désert, mais ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises qui ont commencé à faire ça avancent beaucoup plus vite que les autres. Et je ne peux pas ne pas terminer par ce point-là. Il faut aussi les protéger des personnes toxiques, les aider à les protéger des personnes toxiques. Alors, comme il reste très peu de temps, je vais aller beaucoup plus vite vers vos questions. Alors, est-ce que il y a eu des questions? Je vais essayer de remonter. C'est cette complexité, donc Céline, et toutes ces caractéristiques expliquées qui ont été les arguments de mon non-recrutement. Comment cela allait faire au milieu d'une équipe? Comment ça va faire au milieu d'une équipe? La question ne m'a pas été posée, mais a servi d'argument. L'estime de soi en prend un coup. Oui, tout à fait. Je crois que là, Céline, il faut clairement se dire qu'il vaut mieux d'abord travailler son estime de soi, et peut-être ça passe par un accompagnement individuel. Et ensuite, une fois qu'on a travaillé son estime de soi, à ce moment-là, on peut se sentir suffisamment solide et fort pour expliquer qu'au contraire, ça n'est absolument pas un handicap d'avoir toutes ces caractéristiques au sein d'une équipe. Au contraire, on peut probablement apporter beaucoup au sein de l'équipe. Et puis peut-être, on peut aussi postuler pour autre chose que des postes d'équipier. Alors là aussi, je sais que je suis provocateur, mais combien de mes clients, de mes clientes à qui j'ai dit mais arrêtez de postuler pour des postes numéro 3 ou numéro 2.
postuler pour des postes de numéro 1. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je ne sais pas s'ils sont là. Je vais jeter un œil aux participants. Alors, quelques petits messages que j'avais préparés en attendant que vous me posiez vos questions. Donc oui, Cécile, oui, mon conseil pour vos entretiens d'embauche, travaillez d'abord votre estime de vous et ne cherchez pas à en dire trop. Laissez les recruteurs venir à vous. Vous avez déjà bien tendance à tout donner, à tout dire, peut-être un peu trop vite. Delphine, je ne sais pas si elle est là, Delphine. Est-ce que je l'ai vue? Delphine, non, je ne l'ai pas vue dans les participantes. Alors, Stéphane, je ne sais pas si Stéphane est là. Est-ce que Stéphane est là? Oui, Stéphane est là. Donc peut-être un petit mot, Stéphane. Qu'est-ce que j'avais préparé comme petit mot pour toi? Oui, donc effectivement, toi, tu souhaites te protéger un peu des manipulateurs et pour ça, il faut les identifier. Un conseil, c'est que les vrais gentils demandent rarement des services. Les manipulateurs semblent gentils, mais ont tendance à demander des services. Et quand ils te disent des choses très sympas, je pense que tu as une capacité à détecter si c'est sincère ou pas. Donc là, c'est peut-être quelque chose à surveiller. Les autres gentils sont vraiment à surveiller. Je ne dis pas qu'il faut devenir méfiant, hein, il faut vraiment devenir prudent par rapport à ça. Donc avant de te donner pleinement, pose-toi la question de l'importance stratégique de ce que tu peux donner comme information. Et encore une fois, ça va servir à pas mal de monde. Attention à ne pas tout donner d'un coup. Qu'est-ce que j'ai vu encore dans les personnes que j'ai eues au téléphone? Alors, je reviens sur les messages parce que je vois qu'il y a des questions. Alors, le poste qui me correspond n'existe pas encore. Oui, peut-être. Côté recherche d'emploi, je suis prête à aider, c'est mon métier. Merci Olga. Ok. Alors, vous avez dit qu'il y avait des HPI partout alors que l'on n'est que 2% de la population et c'est très à la mode. Donc oui, on en voit partout, notamment via tous ces groupes autoproclamés, jusqu'à l'écœurement. Oui, alors je suis d'accord, il y a probablement des autoproclamés, mais en fait, moi, ceux dont je parle, c'est ceux que j'ai vraiment eu en contact. Donc, je peux dire qu'ils sont HPI. Je peux dire qu'ils sont très fortement colorés HPI. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils étaient HPI. Et quand je dis qu'ils sont partout, c'est qu'ils sont dans toutes les entreprises, ils sont dans toutes les organisations et ils sont à tous les niveaux. Voilà. Effectivement, ils ne sont que 2%. Encore que il n'y a aucune preuve sur le fait que les personnes dont j'ai décrit les caractéristiques ne sont que 2%. C'est là toute la difficulté, toute la subtilité, et je vais peut-être terminer avec ça parce que je vois que je dépasse l'horaire, c'est qu'il y a 2,3% de personnes qui ont plus de 130 de QI, mais les personnes qui ont les caractéristiques que j'ai décrites en début de webinaire, on ne sait pas si c'est uniquement les personnes qui ont plus de 130 de QI. Il n'y a aucune étude sérieuse qui a prouvé ça. A priori, il y a une forte corrélation. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas si sûr que ça. Encore une fois, parce que les tests de QI sont pas si fiables que ça. Alors, sachant que le nombre de HPI ne passe pas par le test. Oui, que le nombre de HPI ne passe pas par le test, absolument. Merci, Alexa. Rachida, il faut d'emblée bien identifier les HPI par un professionnel compétent dans les entreprises, car ce n'est pas un diagnostic simple à poser. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est vraiment un sujet extrêmement délicat, cette question de l'identification. Je dirais même que pratiquement, je ne parlerai pas d'identification auprès d'un dirigeant. Je dirais qu'à un moment donné, il faut qu'on sache à qui on s'adresse pour justement pouvoir les accompagner. Mais parler d'identification, déjà, le terme est un petit peu délicat. Voilà, il est 18h47, donc j'ai déjà un peu débordé du timing. Je vais prendre éventuellement encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous ici. Comme je vous ai dit, celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de voir en intégralité ou qui n'étaient pas présents, vous aurez le temps aussi de voir le replay. Voilà, que je vous le diffuserai ce soir, hein. Laurent, pas une question, mais un témoignage. J'ai été coach pour des VAE, d'accord, et une des personnes que j'ai coachées a fini par obtenir un équivalent Bac+5 après 20 ans de boîte. Ouais, formidable. Payé très en deçà de sa valeur et sans proposition de mise à niveau suite à sa VAE. Je ne suis pas très surpris. Je lui ai fait faire un dossier qui démontrait sur 3 ans la création de valeur quantitative via ses contributions dans l'entreprise.
Je lui ai dit d'argumenter son augmentation et changement de poste suite à cette démonstration et elle a eu gain de cause. Ça, c'est vraiment super. Puis a postulé ailleurs 2 ans après avec succès en étant mieux valorisé. C'était une HPI atteinte d'une modestie aiguë. Bah oui, je dirais que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent chez les HPI. Merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage extrêmement intéressant. Je crois que ça doit être une preuve de, comment dirais-je, d'espoir pour tout le monde. Et véritablement, je dis qu'il faut travailler sur soi et ensuite, une fois qu'on a travaillé sur soi, sur son estime de soi, sa confiance en soi, on peut véritablement oser faire des choses, y compris en tant que salarié. Oui, je suis complètement d'accord, hein, bien évidemment, Stéphanie, le HPI déteste rentrer dans une case et avoir une étiquette. Mais en même temps, si ça doit passer peut-être par cette petite étiquette pour pouvoir se faire accompagner, ben c'est peut-être ça la solution. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite un très bel été. Peut-être que ce n'est pas les vacances pour tout le monde tout de suite. En tout cas, on a eu un peu plus de fraîcheur. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas de rendez-vous prochain de fixé parce que je n'ai pas encore eu le temps de le faire et je voulais vraiment profiter de cette pause estivale pour souffler, mais ça viendra bien sûr. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir.